Bonsoir, bienvenue à vous pour cette édition spéciale des chaînes politiques Public Sénat et LCP après le débat d'entre-deux tours qui a opposé les deux candidats, François Fillon et Alain Juppé. Moment politique fort avant le scrutin dimanche. La dynamique est du côté de François Fillon dans cette primaire. Mais qui a marqué des points ce soir? Cet ultime débat va-t-il permettre aux indécis d'arrêter leur choix ou à d'autres d'en changer? Ce duel va en tous les cas profondément structurer la droite française et le centre bien sûr. Nous allons analyser tous ces aspects jusqu'à minuit avec de nombreux invités en notre compagnie. Et puis à partir de minuit, si vous souhaitez revoir ce débat d'entre-deux tours, eh bien il sera diffusé sur nos antennes, Public Sénat et LCP. Mais d'abord, je vous présente celles et ceux qui m'entourent ce soir. Ludovic Faux, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue, journaliste politique à LCP. On va analyser ensemble cette soirée cruciale, dernière ligne droite avant le scrutin et le verdict dimanche. Et puis nos invités, Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Historien, professeur, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule Président, au pluriel, au cœur du pouvoir, aux éditions du Faune. Face à vous, Fanny Guinochet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, spécialiste des questions politiques et économiques à l'opinion. À vos côtés, Bruno Dive, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Sud-Ouest, auteur notamment du Dernier Chirac ou encore du livre Alain Juppé, L'homme qui revient de loin, aux éditions L'Archipel. Et Véronique Reilsout nous accompagne. Bonsoir. Vous nous apporterez, Véronique, eh bien ce soir votre expertise sur les réseaux sociaux qui ont forcément beaucoup chauffé. Je rappelle que vous êtes également directrice générale de Dentsu Consulting. Et je vous propose, mesdames, messieurs, tout au long de cette soirée, eh bien d'analyser ce débat d'entre-deux tours. D'abord, sur la forme, le choc des personnalités qu'a-t-il donné ce soir? A-t-il eu lieu déjà? Nous nous intéresserons bien sûr au fond ensuite avec le comparatif des programmes, des nuances des différentes droites. Et enfin, quel message également a été envoyé à la gauche et au Front National, forcément attentif au débat ce soir. Mais d'abord, pour commencer, mesdames, messieurs, ce duel était très attendu. Fanny Guinochet, on s'attendait, on croyait avoir un mano à mano. Le changement de ton déjà est assez frappant, impressionnant par rapport aux derniers jours de la campagne. Qu'en avez-vous pensé ? C'est normal, c'était difficile pour les débatteurs d'être trop dans l'opposition. Il y a quand même eu quelques petites passes d'armes, mais on a bien vu tout au long de cette semaine que des agressions trop directes, trop brutales étaient mal ressenties. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce débat, certes, même s'il est regardé par la France entière, s'adresse tout d'abord à des électeurs de la droite et du centre et qui ont très très mal vécu le fait qu'il y ait des tiraillements et que la campagne risque de tomber dans des noms d'oiseaux, etc. Donc très vite, il y a eu des levées de boucliers. Et donc c'était la ligne un peu à ne pas franchir pour chacun des participants, que ce soit Juppé ou Fillon. C'est le cas, c'est votre avis, Ludovic Faux? Chacun a retenu ses coups, et notamment Alain Juppé? Oui, on a bien vu que toute la semaine, Alain Juppé il a essayé de durcir le match pour refaire son retard sur François Fillon. Alors ce soir c'était différent parce que dans ce débat, Alain Juppé il pouvait essayer d'être offensif, mais il fallait surtout pas paraître agressif parce que il serait finalement passé du rôle de celui qui voulait rassembler le pays au rôle de celui qui finalement divise la droite. Alors on voit bien qu'il est allé chercher François Fillon sur quelques sujets, les mêmes que cette semaine. On reste de ce point de vue-là un petit peu sur notre faim. Il n'y a pas eu de nouvel angle d'attaque. Il y a eu 3 passes d'armes, une sur le temps de travail des fonctionnaires, la deuxième sur l'IVG et puis la troisième un petit peu sur la Russie. Mais on a bien vu que voilà, ce soir Alain Juppé était sans doute un petit peu en deçà de la main, comme s'il avait commencé peut-être à intégrer l'idée de sa défaite. Est-ce que vous le pensez, Bruno Dive, et expliquez-nous quelle a été la stratégie des deux hommes, des deux candidats ce soir? Alors, Alain Juppé, il fallait qu'il soit plus pugnace qu'avant le premier tour. Il l'a été, un peu tard sans doute, un peu trop tard, mais il fallait aussi qu'il soit moins agressif qu'il n'a été depuis le deuxième tour. Donc il fallait qu'il trouve ce juste milieu. Je crois qu'il y est à peu près parvenu. Il a trouvé le ton qu'il fallait. Il est allé chercher François Fillon sur les sujets, en effet, qui étaient attendus depuis les polémiques du début de la semaine, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs les plus favorables pour lui, enfin les plus souhaitables. François Fillon, il était cette fois-ci dans la position du favori, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il prenne trop de risques, il fallait qu'il fasse finalement comme Alain Juppé jusqu'à présent, qu'il développe son discours
et je l'ai trouvé peut-être un petit peu moins bon, un peu moins allant que les 3 fois précédentes. C'est-à-dire il avait, on peut le dire, remporté le match il s'était de la vie imposé, générale. surtout la semaine dernière, imposé un peu comme le patron des candidats face aux journalistes. C'est un peu là que c'était une minute très symbolique la semaine dernière. Cette fois-ci, face à Alain Juppé, il n'y a pas eu de patron. C'est tout de même un match qui se termine à mon sens, à égalité. Mais l'important pour François Fillon, qui est quand même le grandissime favori de ce second tour, c'était de ne pas perdre ce match. Il y a quelque chose, je ne sais pas si j'ai encore le temps, ou alors on y revient après sur la forme. Allez-y, je vous en prie. Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, qui a frappé, je pense, tous les téléspectateurs, c'est la façon dont chacun a abordé son concurrent. Alain Juppé a voulu tout de suite être dans l'empathie, dans la complicité, le tutoiement. Il s'adresse à lui, il s'adresse à François, il est François. Et François en question, François Fillon, est resté sur son quant à soi. Il n'a pas regardé Alain Juppé, ou très peu. Il a parlé toujours d'Alain Juppé à la 3e personne, comme s'il n'était pas là. À la fin, il a un peu craqué. À un moment, il s'est mis à le tutoyer une fois ou deux, puis il a dit Alain, comme quoi c'est pas très facile. Mais moi, ça m'a fait penser, toute proportion gardée, au débat Mitterrand-Chirac. Vous savez, Chirac essaie de créer une empathie, une égalité, un traitement avec François Mitterrand, et Mitterrand qui le remet à sa place, mais il y était mieux arrivé que François Fillon. On va poursuivre ce tour de table pour avoir votre avis de façon générale. Ludovic Faux, on reviendra régulièrement vers vous, vraiment pour un petit peu couvrir tout le ton, la forme, le fond de cette soirée, de ce débat d'entre-tours. Jean Garrigue, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Bruno Dive? Parce que les 3 derniers débats, ils ont été, quand il y avait encore 7 candidats, ont été vraiment remportés par François Fillon. On a vu son surgissement. Ce soir, c'était différent? Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été remportés par François Fillon? Parce qu'ils n'étaient pas au cœur, précisément, de l'affrontement majeur qu'on attendait, qui opposait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Ce qui lui permettait de jouer, et il l'a très bien joué dans les 3 premiers débats, la carte de quelqu'un qui suit sa trace, qui suit son sillon. D'ailleurs, dans sa posture même, il était à l'écart des débats et surplombait au fond les petites chamailleries des uns et des autres, ou des attaques de Jean-François Copé sur Nicolas Sarkozy. Là, il est revenu sur le même plan qu'Alain Juppé, mais Alain Juppé avait quand même 3 handicaps dans ce débat, justement. Précisément, ce n'est pas le débat qu'il attendait, puisqu'on l'attendait contre Alain Juppé. Deuxième chose... Nicolas Sarkozy, pardon. Il était confronté là à quelqu'un qui a pris une avance énorme au premier tour, ce qui est a priori dans toute l'histoire politique un handicap qui ne se remonte pas. Et puis troisièmement, et c'est peut-être le plus important, on voit très bien que sur tous les thèmes qui sont les thèmes du cœur de cible de l'électorat qui va voter à ces primaires, l'électorat de la droite, François Fillon est beaucoup plus identifié à ces thématiques-là. Et les thématiques que défend Alain Juppé sont un peu décalées par rapport à ce thème. Alors ça, c'est important. On va insister sur ce sujet. Véronique Reilsaut, dans quelques instants, je reviens vers vous pour faire un bilan de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ludovic Faux, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que François Fillon, ce soir, a davantage parlé à l'électorat qui va venir voter dimanche? Oui, c'est là qu'il ressort du débat avec un avantage, effectivement. C'est qu'Alain Juppé a parlé un peu à la gauche, a parlé un peu aux fonctionnaires, mais on ne sait pas si cet électorat-là va voter massivement à la primaire, sans doute pas. Alors que François Fillon, lui, s'est vraiment concentré effectivement sur son socle électoral, qui est plus homogène que celui d'Alain Juppé, hein, donc c'est plus facile. Et quand il parle d'assimilation, quand il parle de famille, quand il parle de l'enseignement de l'histoire, quand il parle de suppression de postes de fonctionnaires, de temps de travail, effectivement, François Fillon, là, il engrange des points, il marque des points parce qu'il parle aux électeurs qui vont aller voter dimanche. Et comme il ressort du premier tour déjà avec 600 000 voix d'avance sur Alain Juppé, on voit mal comment le maire de Bordeaux pourrait refaire ce retard considérable. Alors on va voir dans quelques instants la question « Quel président serez-vous ?» Ce qu'ils ont répondu, à la fois François Fillon et Alain Juppé. Mais d'abord, un détour par les réseaux sociaux. Véronique Reilsaut, dites-nous d'abord quel a été, j'allais dire, le volume des échanges ce soir sur Twitter. Est-ce que ça a été considérable? Twitter, pendant juste l'émission, on a eu 244 000 tweets pour 48 000 personnes qui ont tweeté, pour vous donner une idée de proportion, parce que l'enjeu était un peu spécifique. Sur le premier débat, il y avait 233 000 tweets pour 41 000 personnes. Pour le débat 2, 243 000 pour 32 000 personnes, donc il y a moins de personnes qui ont parlé, mais ils ont plus parlé.
Le troisième, 281 000, donc en fait, ça montait pour 40 000 personnes. Et bien ce soir, 244 000 avec 48 000 personnes. On a un sujet qui est beaucoup de gens ont regardé, mais ils avaient beaucoup moins de choses à dire, beaucoup moins de commentaires globalement. Et si on regarde les mots qui étaient les plus repris, alors oui, en soi, avant que je vous dise qui, pour les internautes, est le gagnant. Quel est le trio, le podium des mots les plus repris ce soir? Déjà, je vais utiliser les mots les plus élégants. Mais globalement, c'est l'ennui, le sommeil, c'est très technique et je vous passe moult commentaires pour dire tout ça c'est long. Après, il y a deux thèmes qui sont ressortis très fortement. C'est le modèle social, donc plutôt en faveur de Fillon pour les internautes. En tout cas, pas forcément sur ce qu'il a dit, mais globalement, c'était lui qui s'était approprié ce sujet ce soir. Et puis le temps de travail, qui est un sujet qui ressort beaucoup. Après, évidemment, ils ont commenté tous les autres sujets, mais ce sont les deux sujets qui ressortent le plus fortement. Après, ils ont bien sûr beaucoup commenté la forme. Donc, je vous ai parlé de ennuyeux. Il y a une grande championne ce soir, on ne reviendra pas dessus, mais je voulais juste vous le dire, parce qu'au début, je m'étais dit, je ne vous en parlerai pas, c'est anecdotique. Bien écoutez, Valérie Pécresse a été la femme de la soirée. Avec ses lunettes. Nous avons vu les images défiler sur les réseaux sociaux. Au point où c'est quand même le premier et le deuxième tweet le plus repris, avec des volumes importants. Donc c'est anecdotique, mais quand même, en soi, voilà, il fallait le noter, parce que sinon... Oui, mais vous avez dit l'ennui. On va faire tout à l'heure un tour de table sur ce débat de fond, très technique. Vous nous direz vraiment, vous nous parlerez de cette connaissance fine des dossiers, parfois même comptable sur certains points. Mais d'abord, restons sur la forme, sur le style. Quel président pourrait être François Fillon ou Alain Juppé? Les deux candidats ont répondu à cette question. On les écoute. On ne peut pas diriger la France si on n'est pas irréprochable. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire. Ça avait créé quelques émois parmi certains dans la classe politique. C'est pourtant une évidence. C'est une évidence. Ça veut dire que les ministres, le président de la République a fortiori, ne doivent pas être mis en examen, doivent avoir une attitude exemplaire. C'est la jurisprudence Balladur. Si un ministre est mis en examen, il doit démissionner. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais qu'il y aura toujours des gens pour m'expliquer qu'il y a la présomption d'innocence. Mais l'expérience qui a été la mienne, dans plusieurs gouvernements et dans celui que j'ai dirigé, me montre qu'on ne peut pas sereinement diriger un ministère quand on a sur le dos, au fond, une suspicion qui a entraîné une instruction judiciaire. On est des hommes politiques, on n'est pas des citoyens comme les autres. On m'a déjà posé la question, voilà, j'ai assumé, j'ai payé, j'ai demandé aux Français ce qu'ils en pensaient, ils m'ont renouvelé leur confiance à plusieurs reprises. Voilà, je voulais être précis sur ce point parce que j'entends dire que quand on est mis à l'examen, on ne peut pas exercer des fonctions publiques. Pour l'avenir, j'appliquerai évidemment exactement la même règle. Et ce qui me paraît très important, parce qu'on parle toujours de renforcer la transparence, de renforcer la législation, c'est de faire appliquer les règles qui existent. Alors bien sûr, on reconnaît aux deux anciens Premiers ministres leur stature et leur présidentialité, mais Ludovic Faux, est-ce qu'il y a une différence de style, de vision et même de pratique de l'exercice du pouvoir entre les deux hommes ? Alors, sur la pratique du pouvoir, ils seraient sans doute assez proches dans le sens où tous les deux veulent être un président qui préside. De ce point de vue-là, donc, il y a une certaine proximité et finalement, c'est une critique en creux peut-être de l'hyper-présidence de Nicolas Sarkozy et d'une autre façon de la présidence de François Hollande, puisque tous les deux estiment aussi que François Hollande a abaissé finalement la fonction présidentielle. Après, il y a des différences, notamment sur le mode de gouvernance, sur la méthode, avec Alain Juppé qui veut passer sur certains sujets pour aller vite par des ordonnances. François Fillon, lui, veut pas se servir des ordonnances, mais passerait par le référendum sur d'autres sujets. Donc on voit bien que sur ces sujets-là, effectivement, sur la présidentialité, il y a des différences, mais néanmoins, on a un profil quand même assez similaire de deux anciens premiers ministres qui ont occupé de nombreuses fonctions ministérielles, et c'est sans doute pas ce qui les différencie au final le plus fortement. C'est votre avis sur ce sujet, Bruno Dive? Il n'y a pas de... Ah, vous n'êtes pas d'accord, Fanny Guinochet, pourquoi? Parce que, par exemple, sur la façon de passer les réformes, sur la façon de passer les réformes, on voit bien qu'il y en a un qui... Alors, tous deux veulent aller vite, tous deux veulent réformer, mais il y en a un qui le fait de façon très progressive ou qui n'a pas, tout au long de ce débat, qui a rappelé quand même qu'il fallait prendre du temps, que ça serait transitoire, alors qu'on voit bien que François Fillon veut faire acte
acte d'autorité. Et d'ailleurs, il a démarré le débat en disant « je veux un projet radical ». Donc il l'assume. Là où, quand même, Alain Juppé a dit « je veux faire des réformes sans brutalité ». Donc il y a quand même vraiment une vraie différence sur la méthode. Il y a la méthode, il y a l'ampleur. Je vous laisse réagir tout de suite, Bruno Duve, mais je voudrais qu'on écoute et que vous nous expliquiez cette différence de méthode entre gouverner, en tous les cas dans les premiers jours, par ordonnance pour Alain Juppé, et puis avec des référendums pour François Fillon. On les écoute sur ce sujet. On va les écouter ce soir, les deux candidats. On va les réécouter dans un instant, mais Bruno Duve, est-ce que ce sont là deux pratiques différentes du pouvoir ? Oui, de toute évidence. Ce sont deux moyens différents, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ils veulent tous les deux aller vite. L'un parlait de 3 mois, l'autre de 6 mois. Mais tous, et d'ailleurs tous les candidats à la primaire le disaient avant le premier tour, il faudra agir vite. D'abord, il faut tout annoncer avant ce qu'on va faire après pour ne pas tromper les Français. Et surtout, aller très vite pour que... Ils ne le disent pas, mais évidemment pour que la gauche, les syndicats, tout le monde n'ait pas le temps de se ressaisir. Parce que ce qu'on ne fait pas dans les 6 premiers mois, ensuite, on ne le fait pas ensuite. Après, c'est une question de méthode, en effet. De curseur, selon vous, oui. Alors, le curseur, ça c'est plutôt sur l'ampleur des réformes. En effet, là, il y a une vraie différence qui est intéressante entre Alain Juppé et François Fillon, on va peut-être y revenir. Mais la méthode, en effet, le référendum, les ordonnances... De toute façon, ce sont deux méthodes qui prennent un peu de temps malgré tout. Le référendum, c'est évident parce qu'il faut l'organiser. Et les ordonnances, il faut malgré tout 3 à 6 mois pour les prendre avec la loi d'habilitation. Donc tout ne peut pas se faire tout de suite. Et je reviens aussi sur ce qui se disait sur la façon de présider. Moi, je trouve qu'ils sont très similaires. Ils sont tellement similaires d'ailleurs qu'ils étaient habillés de la même façon, en tricolore, bleu, blanc, rouge. Pour la même cravate. Voilà, à une nuance près pour la cravate, mais ils veulent tous les deux des ministres, un gouvernement de 15 ministres qui vont rester le plus longtemps possible, si possible pendant tout le quinquennat. Et ce qui est important, c'est que ce sont tous les deux anciens premiers ministres. Donc ils ont connu Matignon. Bien sûr. Et ils n'ont pas envie de redevenir Premier ministre. Ils sont rompus à l'enfer de Matignon. Voilà, et ils n'ont pas envie de redevenir Premier ministre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'être des hyper-présidents qui se mêlent de tout, comme l'ont été Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Ils laisseront leur Premier ministre gouverner, comme l'avait fait Jacques Chirac, le dernier à avoir été Premier ministre avant d'être président. Je vais vous laisser réagir. On va écouter ce fameux extrait où les deux hommes parlent des deux méthodes, donc ordonnance pour l'un et puis référendum pour l'autre. Je pense en particulier à 2 ou 3 réformes de structure qui montreront que tout change. La réforme des retraites. Elle ne prendra pas effet immédiatement, naturellement, puisque le décalage vers 65 ans s'échelonnera sur plusieurs années, mais elle sera décidée. J'aurais aussi, par ordonnance, changé les règles en ce qui concerne le Code du travail. Nous savons aujourd'hui que beaucoup d'entreprises n'embauchent pas. Parce que si jamais il y a un problème dans l'entreprise et qu'elles sont obligées de débaucher, c'est la galère, on ne sait pas combien de temps ça dure ni combien ça coûte. Eh bien, je redéfinirai les règles du CDI, du contrat à durée indéterminée, pour qu'on puisse mettre dans le contrat des motifs prédéterminés de rupture en cas de difficulté de l'entreprise. Voilà une deuxième chose qui aura changé. Et je voudrais aussi immédiatement lancer, je ne peux pas dévider l'ensemble du dispositif, un plan audacieux pour l'apprentissage. Je veux qu'on supprime la durée légale du travail et qu'on instaure la règle qui permet aux salariés de négocier dans les entreprises, avec des accords majoritaires, la durée et l'organisation du travail. Je veux faire passer pendant cette période un nouveau code du travail. Un code du travail sur lequel nous avons déjà travaillé, allégé, qui correspond à ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales. Et renvoyer le reste, qui n'aurait d'ailleurs jamais dû figurer dans le code du travail, à la négociation sociale. Je veux faire voter une réforme des retraites, pour passer l'âge de la retraite progressivement à 65 ans, une réforme de la fiscalité de l'investissement, parce que c'est la clé de la reprise économique et de la création des emplois, la création d'une allocation sociale unique, et enfin la mise en place d'une grande filière de l'enseignement professionnel, qui se traduira pour moi par la fusion des lycées professionnels et des centres de formation d'apprentis, que je veux placer sous l'autorité des régions et non plus sous l'autorité de l'éducation nationale, des régions et des branches professionnelles, en réformant l'apprentissage pour que l'alternance devienne
la voie principale d'accès à l'emploi pour les jeunes. Alors voilà pour les deux méthodes ou les nuances entre les deux méthodes. Ludovic Faux, on imagine que ce n'est pas avec cela que les électeurs vont faire leur choix dimanche, évidemment. Non, sans doute, mais c'était quand même intéressant sur la méthode parce que on voit bien que tous les deux veulent aller vite d'une façon ou d'une autre, mais il y a une différence d'affichage. C'est-à-dire qu'Alain Juppé, qui a connu les grèves de 95, veut montrer que sur certains sujets comme le temps de travail, il veut montrer que sur certains sujets comme le temps de travail, il est quand même prêt à laisser un peu le temps à la négociation. Alors que François Fillon, lui, montre qu'il est prêt à passer en force sur un certain nombre de sujets pour mener des réformes plus radicales. Et ça permet de répondre en partie au moins à la question que vous posiez. François Fillon, il affiche ce volontarisme pour parler justement aux électeurs de droite qui ont pu être déçus, y compris lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avec un certain nombre de réformes qui ne sont pas allées assez loin et assez vite. Donc ce sont finalement deux méthodes, non mais Jean Garrigue, qui sont très différentes. Je veux dire, on dit aux Français, ou en tout cas aux électeurs de droite et du centre, voilà, c'est pied au plancher pour l'un, et puis c'est la réforme en douceur pour l'autre. Alors précisément, c'est ce que je voulais dire. Je pense que ça dépasse même simplement la méthode. Parce que il me semble qu'on a face à face deux hommes d'État qui ont intégré la nécessité de sortir d'une période historique de deux quinquennats d'ailleurs, qui est une période où la France n'a pas avancé, ou n'a pas bougé, qui ont intégré l'idée du changement, mais qui ne la conçoivent pas de la même manière. L'un la conçoit, je dirais, avec une sensibilité gaullienne. C'est François Fillon qui parle le langage volontariste à plusieurs reprises, je veux, qui parle le langage de la rupture, du redressement. Ce sont des thématiques gaulliennes. L'autre est dans une sensibilité plus chiracienne, c'est-à-dire qu'il nous parle de réforme. Et la réforme, ça a été un nom très, très à la mode et qui a inspiré tout un courant depuis Jacques Chaban-Delmas, par exemple, et puis avec quelqu'un comme Jacques Chirac à son époque. Et là, on est dans un autre type de sensibilité de droite, même si ces droites se sont ça va plus loin, selon vous. C'est deux mais vraies il y a visions deux choses qui sont différentes et qui débouchent aussi d'ailleurs sur des visions différentes de la société, parce qu'on pourrait parler de l'identité heureuse et on va en parler, bien sûr, d'Alain Juppé, confronté à ce qui est l'idée d'assimilation dont nous parle François Fillon, qui renvoie aussi à une droite, j'ai la plus ancienne, une tradition de droite plus ancienne, plus marquée. Et là, on a vraiment quand même deux hommes de droite différents. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a Ludovic Faux, je vais vous laisser tous la parole, deux héritages finalement qui sont très différents. Et là, on peut vraiment dire qu'il y a un choc de deux droites. Oui, alors c'est un choc de deux droites, effectivement, avec chacune son histoire, l'héritage de Jacques Chirac, peut-être davantage pour Alain Juppé, de Philippe Séguin du côté de François Fillon. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de convergences sur le plan économique, sur le plan social. Bien sûr. Et puis il y a des différences, des divergences sur le plan sociétal et puis sur le plan international notamment. Mais ce qui est intéressant pour compléter ce que disait Jean Garrigue, c'est qu'on n'a pas retenu beaucoup de phrases finalement de ce débat. Il n'y a pas eu beaucoup de phrases marquantes. Mais lorsqu'ils ont évoqué la question du temps de travail des fonctionnaires et qu'Alain Juppé a émis des réserves sur les objectifs de François Fillon d'un passage à 39 heures dans la fonction publique, François Fillon, il a eu cette phrase: Alain Juppé ne veut pas vraiment changer les choses. Voilà. Cette petite phrase-là, on l'a retenue. Ça peut laisser des traces ? En tout cas, c'est sans doute une phrase qui parle à l'électorat de cette primaire, et on voit bien que là-dessus, François Fillon a essayé d'enfoncer le clou. Alors, je vais vous laisser tout de suite réagir. Non, c'est juste une des raisons pour lesquelles beaucoup d'électeurs ont finalement voté François Fillon plutôt qu'Alain Juppé. C'est le procès en Molès. C'est une phrase en effet clé. Et a-t-il réussi ça va encore changer les choses, mais c'est un constat en tout cas. En tout cas, ça acte les raisons du vote pour lui. A-t-il réussi ce soir à atténuer ce procès en Molès? En tout cas, il y a eu quelques attaques personnelles. Peut-être que c'est à ce moment-là que les internautes se sont réveillés. Vous allez nous le dire dans quelques instants. Véronique Reilsout, on va écouter l'un des échanges assez vifs de cette soirée. Depuis des mois et des mois, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse qui a commencé par m'accuser d'avoir financé sur fonds publics à Bordeaux une gigantesque mosquée qui n'existe pas. Ensuite, j'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Et la dernière campagne, c'est tout simplement une accusation de salafisme et d'antisémitisme. Je n'ai jamais entendu un seul de tes lieutenants
condamner cette campagne. Moi, je n'ai rien à voir avec cette campagne. Je n'ai jamais eu un mot désagréable à ton égard sur le plan personnel. Jamais. Ni à un aucun mot moment. de condamnation de cette Et campagne. il m'est arrivé, mais enfin, je vais pas, pour pas exagérer non plus, quand je me fais traiter d'homophobe tous les matins, je t'ai pas entendu non plus prendre la parole pour assurer ma défense. Voilà, chacun est grand et s'occupe de ses affaires. Qu'avez-vous pensé de cet échange, Fanny Guinochet? Est-ce qu'on peut dire un partout, balle au centre, chacun ayant répondu sur la polémique assez vive sur l'autre? Ouais, c'était un peu le moment où, bon, effectivement, où ça réveillait, où on sortait du débat très technique, très comptable. Maintenant, qui l'a emporté, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'on voit que François Fillon semble plus paré pour les coups. Il fait quand même plus combatif en disant, bon, c'est vrai qu'on peut comprendre quand Alain Juppé lui dit tes lieutenants ne sont pas montés au créneau. Bon, c'est le jeu d'une campagne, c'est le jeu. Donc c'est vrai que je suis pas sûre que d'ailleurs le fait de rappeler les attaques des uns et des autres, ça a plu à l'électorat de la droite et du centre. Donc je ne suis pas sûre que les deux n'y ont pas aussi un peu perdu. Quelles ont été les réactions justement sur les réseaux sociaux, Véronique Reilsout? Est-ce qu'il y a eu une bataille, une battle, comme on dit maintenant, des deux candidats? Et si oui, qui l'a emporté ou qui est en train de l'emporter? Qui est en train d'emporter? Alors déjà, globalement, les internautes sont au cœur avec vous sur le fait qu'ils se ressemblent. Alors, il y a l'uniforme qui a été commenté, mais le tweet qui était le plus repris, c'est des tweets qui disaient « Je suis d'accord François, je suis d'accord Alain, je suis d'accord, je suis d'accord ». Donc en gros, ils ont fini par dire « Bon, en fait, on ne comprend pas ce qu'il y a de différent ». Après, il y a toujours un indicateur qui est regardé, c'est le volume de dire de qui on a le plus parlé. Donc c'est la première des battles. Donc si on regarde les chiffres, eh bien le candidat qui a été le plus commenté, nettement, c'est nettement François Fillon. C'est une victoire par chaos, dites-moi. Voilà. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est bien. Bien sûr. Ça veut dire qu'on a parlé de lui. Donc après, le sujet, c'est est-ce qu'on a parlé de lui en bien ou en mal? Alors, avec toutes les réserves nécessaires, parce que les analyses automatiques de tonalité sont jamais très très fiables. On va dire que tout étant faux par ailleurs, on compare deux choses qui sont comparables. Vous avez raison de prendre mais je prends les précautions parce que ça, c'est comme beaucoup de choses sont au 3e degré et que les machines automatiques ne prennent pas le 3e degré. Voilà. Mais globalement, là, on va dire que c'était légèrement plus négatif pour Alain Juppé, mais franchement légèrement, puisqu'on est à 24% pour Fillon en négatif et 26% pour Juppé. Donc ça se joue légèrement, mais comme on vient de voir qu'on a beaucoup parlé de lui et qu'on ne parle pas tant que ça en négatif, on commence à se dire que tiens, il y a quelque chose. Après, le sujet, c'était de se dire peut-être que c'est parce que ce sont des fans, des supporters qui se sont particulièrement énervés sur le sujet. Donc on a fait une battle des supporters. Et donc dans la battle des supporters, sachant que les supporters de François Fillon n'ont jamais beaucoup tweeté. Ce ne sont pas des gens qui se sont beaucoup énervés depuis le début. C'est l'une des raisons pour lesquelles on avait pu expliquer comment les choses se passaient il y a quelques semaines. Et là, ce soir, ils se sont mobilisés. Je pense que ce qui s'est passé au début de la semaine a fait que les supporters de Fillon qui étaient calmes se sont dit, là, on ne peut pas laisser passer. Et donc, ils sont à 58% dans la battle. C'est eux qui ont le plus parlé entre les supporters de Fillon. Justement, parlons de ces supporters, Jean Garrigue, plus largement des militants, des sympathisants, les Républicains, entre autres, qui ont regardé ce débat ce soir, en fonction de ce qu'a dit Véronique Reilsout, après des jours et des jours quand même d'une campagne vive, voire très virulente. Est-ce qu'ils peuvent être rassurés ce soir? Oui, il y aura lundi matin le rassemblement en vue de 2017, quel que soit le nom du champion. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait douté. Il y a eu quand même une tribune de 215 parlementaires. Ça a un petit peu rué dans les brancards. Oui, on voit bien, enfin on l'a souligné, il y a de vraies différences et je le répète, des sensibilités de droite qui s'expriment dans ce débat. Il n'en reste pas moins qu'on voit aussi la volonté des deux protagonistes de rassembler, de ne pas aller jusqu'à... On voit bien, par exemple, que sur un certain nombre de sujets, il y a eu des petites phrases qui exprimaient des reculs par rapport à ce qui était dit. Oui, c'était dans le feu de la campagne électorale. Donc voilà, il y a quand même eu une tentative de la part, en tout cas, des deux candidats. Pour qu'on comprenne, est-ce que c'est parce que, peut-être, on prend beaucoup de précautions, est-ce que c'est parce qu'Alain Juppé a peut-être intégré ce qui peut se passer dimanche, ou parce que tous les deux se sont dit attention, il y aura un rassemblement, il faut que vraiment chacun range les J'imagine que les deux paramètres
doivent être considérées. C'est qu'il y a ensuite un rassemblement qui est obligatoire. Vous n'avez pas de doute. Et on s'adresse aussi à un électorat qui est particulièrement sensible à cette notion. C'est votre avis? Il y a deux choses en fait. Il y a la question Alain Juppé. On a bien vu que dimanche soir dernier, il s'est retrouvé KO debout en arrivant en deuxième position, très loin derrière François Fillon. Et donc depuis le début de la semaine, il a essayé de jouer le match à fond, quitte parfois effectivement à employer des mots qui fâchent. Il s'est effectivement presque excusé d'avoir qualifié François Fillon de rétrograde au cours des échanges de la semaine. Ce soir, en revanche, sur le plateau, il ne pouvait pas être trop agressif parce que ça l'aurait desservi. Mais bon, Alain Juppé, s'il perd la primaire dimanche prochain, sa carrière politique nationale, on peut considérer qu'elle est terminée. Donc, il sera sans doute sur la photo du rassemblement et puis ensuite il disparaîtra. Par contre, la vraie question, effectivement, ce sont pour ses partisans, ses soutiens, et sont eux qui ont un peu rué dans les brancards cette semaine, qui se sont un petit peu inquiétés du risque qu'Alain Juppé aille un petit peu trop loin et qu'il hypothèque le rassemblement ultérieur. Donc, ils ont conseillé à leur champion. Certains lui ont conseillé, même publiquement, sur les médias, de se calmer un petit peu, parce que eux, ils vont continuer derrière. Ils sont tous prêts à se rassembler derrière François Fillon. Les messages commencent à passer d'état-major à état-major entre les partisans et eux, ils vont poursuivre leur carrière au-delà de la défaite d'Alain Juppé. Et puis l'autre crainte, c'est que finalement, un peu comme ça s'était passé avec la fameuse phrase de Martine Aubry en 2011, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. La crainte d'un certain nombre de responsables de droite aujourd'hui, c'est que dans 6 mois, lors de l'élection présidentielle, eh bien, la gauche réutilise un certain nombre des arguments qu'Alain Juppé a utilisés cette semaine contre le candidat de la droite, contre François Fillon. Et donc la crainte, c'est que cette primaire, finalement, réveille un petit peu la gauche. Deux points très importants. Vous êtes d'accord, Bruno Dive, sur le premier? Vous avez des informations vraiment... c'était plus que ruer dans les brancards, les soutiens d'Alain Juppé. Oui, on a bien vu, il n'y a pas eu de déclaration officielle, mais il y a certaines personnalités qui se sont exprimées, comme Arnaud Danjean, François Cornu-Gentil, pour dire qu'ils n'approuvaient pas du tout l'espèce de dérive qu'avait pris cette campagne d'Alain Juppé contre François Fillon au début de la semaine. Il y a, au plan local, il y a des responsables qui, je sais, n'ont pas voulu. Par exemple, il y avait des débats qui avaient été prévus au plan local dans certains départements entre représentants de François Fillon et d'Alain Juppé, des représentants d'Alain Juppé qui n'ont pas voulu y aller et participer à ces débats. Donc ça a quand même un peu tangué. Je crois que c'est aussi pour ça qu'Alain Juppé s'en est rendu compte et c'est aussi pour ça qu'il a un peu adouci le ton ce soir. Je l'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé ça bizarre son attaque. Parce qu'on avait l'impression que cette attaque sur l'avortement, là, cette phrase de François Fillon qu'on a ressortie et qui était quand même un mauvais procès qui lui était fait. Qui datait du mois de juin, en fait. Voilà, qui datait du mois de juin, puis qu'il exprimait juste peu importe, même il exprimait une opinion personnelle et il n'y avait aucune remise en cause de la législation. Et on avait l'impression qu'il excusait ça par le fait qu'il avait été lui-même victime d'une campagne effectivement odieuse et qu'il aurait dû dénoncer plus tôt sur ses supposés liens avec les salafistes, Ali Juppé, etc., qui lui a fait en effet beaucoup de tort. Parce que des gens, moi j'ai entendu beaucoup de gens me mais à dire, laquelle il n'a pas réagi lui-même. Est-ce qu'ils n'ont pas sous-estimé trop tard. Voilà, le bruit, les rumeurs. Et maintenant, il donnait l'impression de dire « Ah ben oui, je t'ai attaqué sur l'avortement parce que moi, on m'a dit que j'étais salafiste. » Mais ça tient pas debout. Alors peut-être que c'est des gens qui étaient proches de François Fillon, qui étaient ou de Nicolas Sarkozy. On peut pas lui faire ce procès. Et là encore, c'est une question de tempo. On voit bien que Juppé a géré son avance jusqu'à dimanche dernier et que Fillon était, lui, plutôt dans la position d'outsider, alors que là, c'est l'inverse. Et c'est peut-être ce tempo-là qu'Alain Juppé a eu le plus de mal à gérer. Justement, pour qu'on se rappelle bien de quoi il s'agit à propos de l'IVG, on va écouter, j'allais dire, l'attaque, ou en tout cas le questionnement sur ce point, et puis la réponse apportée assez fermement par François Fillon. Dans mon livre, j'explique que jamais on ne touchera à l'IVG. Mais vous dites jamais. aussi, oui, mais faut citer les phrases. Vous êtes en conscience opposé à la légitimité de la question conscience, elle me regarde. Par ailleurs, je suis un homme, comme si ça ne vous a pas échappé, donc je ne suis pas une femme, donc ce n'est pas à moi de prendre une décision personnelle sur cette question. En tant que responsable public depuis 30 ans, est-ce qu'une seule fois vous avez entendu François Fillon proposer de revenir sur l'IVG ? C'est pour ça que est-ce que je n'ai pas voté est-ce que je n'ai pas voté depuis 30 ans tous les textes qui ont permis l'accès des femmes à l'interruption de grossesse ? Donc la réponse à votre question, c'est évidemment
je ne toucherai à rien dans ce domaine. C'est la loi Veil, toute la loi Veil. J'ai d'ailleurs une grande admiration pour ce qu'a fait Madame Veil. Et je trouve que le procès qui m'a été fait depuis quelques jours n'est pas correct. Je n'ai fait aucun procès, j'y reviendrai dans un instant, j'ai juste posé une question. Il y a des questions qui ressemblent à des procès. Oui, mais ça, c'est prêter des arrière-pensées à ceux qui n'en ont pas toujours. Tu as écrit dans un livre que pour toi, l'IVG était un droit fondamental de la femme. Tu as voté un texte au Parlement qui dit la même chose. Et puis, quelques semaines après, en public, dans une réunion publique, tu as dit le contraire. C'est pour ça que je t'ai demandé quelle était ta position. Tu as répondu ce que tu as répondu, à savoir, à titre personnel, je respecte parfaitement. En tant que président de la République, je n'y toucherai pas. Très bien, mais je considère que ce n'est pas un droit fondamental. Et nous avons là une différence. Il y a quand même des phrases qui ont fusé, Jean Garrigue. Quand François Fillon dit « il y a des questions qui ressemblent à des procès », c'est un coup de griffe. Bah oui, c'est intéressant ce passage, parce que on peut dire dans l'histoire des duels télévisés, il y a toujours comme ça des petites phrases, vous n'avez pas le monopole du cœur, etc. Là, ça fait partie de ces petites phrases, mais qui est précédée d'une boulette quelques secondes plus tôt, lorsqu'il dit « moi je suis un homme, je ne suis pas une femme ». Bon, c'est quelque chose qui, pour une partie des électeurs, surtout ceux qu'il va rencontrer après la primaire d'ailleurs, parce que là il joue un peu sur du velours, risque d'être un petit peu ennuyeux pour lui, mais pour le reste, ça lui a aussi permis là ce débat finalement de se départir des accusations qui étaient portées sur lui vis-à-vis d'un électorat aussi qu'il va retrouver ensuite, qui est l'électorat du centre, qui a voté massivement pour Alain Juppé lors du premier tour de la primaire, et donc de se rapprocher de cet électorat aussi. J'ai l'impression que vous dites que le débat est clos, qu'il n'y a plus un flou, donc il n'y a pas de loup, Fanny Guinochet. Je ne sais pas si le débat est clos, mais vraiment là où je suis d'accord avec vous, c'est que moi je ne dirais pas que c'est une petite maladresse. Je pense que ça va être un sparadrap, parce que dire que l'IVG ne concerne que les femmes et n'est qu'une question de femmes, c'est nous ramener 40 ans en arrière, et justement Simone Veil a pu passer cette loi parce qu'il y a des hommes qui se sont sentis concernés. Et là, c'est faire d'un trait de crayon. Et c'est vrai que dans l'électorat, alors de la droite et du centre, cette question-là, déjà que le vote des femmes, toute la semaine, on a posé la question du vote des femmes en faveur de Fillon avec cette polémique qui était effectivement un mauvais procès. Mais là, effectivement, ça va raviver les choses. Et s'il passe le cap des primaires et dans une confrontation avec un électorat plus large, la nationale, le sujet va évidemment c'est assez révélateur aussi de la droite que représente François Fillon, cette droite traditionnelle, voire traditionnaliste. Vous voulez dire que c'est pas une bourde? Vous voulez dire qu'il a répondu en écho à ce qu'il est et ce qu'il représente? Je pense que c'est une bourde, mais qui reflète aussi un tempérament, une conception de la famille, du rapport entre les hommes et les femmes. Enfin, ça paraît assez évident que c'est quelque chose de fort. C'est peut-être pas une bourde pour la fin de la primaire, mais ça en sera une, je suis d'accord avec vous, ça sera un sparadrap pour la suite. Si c'est lui qui gagne, ça va ressortir cette histoire. Bien sûr. Quel est votre avis, Ludovic Faux et puis Bruno Dive? Oui, c'est la difficulté de la primaire, c'est ce qui ressort parfois après, et je suis assez d'accord, enfin même tout à fait d'accord là sur cette question-là. Effectivement, ça lui portera sans doute pas préjudice dimanche. Par contre, dans l'optique de la présidentielle, sur ce sujet, et puis plus largement sur les fonctionnaires, le temps de travail, etc. On va en parler ça, ce sont des choses qui vont ressortir évidemment pendant la présidentielle. Ce qui est important, c'est que finalement, François Fillon, lui, il ne s'est pas trompé d'élection. Il savait que là, c'était une primaire de la droite et du centre. Il l'a joué Ludovic, il a parlé à son électorat. Il a parlé à son électorat pour gagner cette élection. Non, la difficulté d'Alain Juppé, c'est que lui, il s'est trompé à la fois d'élection et puis d'adversaire. C'est-à-dire que lui, il était dans le rassemblement en imaginant déjà un duel au second tour contre Nicolas Sarkozy avec un tout sauf Sarkozy. Et puis, il se retrouve démuni, finalement, face à François Fillon. Et c'est pour ça que finalement, il va chercher les propos de François Fillon sur l'IVG, il essaye de trouver un angle d'attaque sur le temps de travail. Il n'a même pas rebondi sur cette question. Mais comment vous l'expliquez alors? Il n'était parce qu'il ne l'a pas entendu, parce qu'il n'était pas non plus peut-être fait. Moi, je pense que comme les deux, ils l'attendaient ce sujet sur l'IVG. Donc les deux, ils ont préparé leur réponse. Et donc je pense qu'il est tellement en train d'attendre le moment où il va répondre qu'il n'entend pas la boulette, quoi. Et déjà, alors qu'il aurait dû rebondir dessus. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que sur les fonctionnaires, sur la façon dont on pourra faire ou pas les réformes,
François Fillon pourra adoucir, arrondir, montrer que mais ça, sur oui, mais la gauche rappellera. Oui, mais c'est sur un truc pas aussi que la gauche. Vous essentiel allez sur Internet déjà ce soir, ça tourne en boucle, c'est la même phrase qui est reprise. Véronique, restons encore. Faites-nous un point sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez retenu là, plus globalement, si on devait résumer cette soirée? Ça rejoint ce que vous disiez globalement, parce qu'en fait, les internautes qu'ils ont retenus, c'est quelques boulettes du côté de Juppé. Donc la première, c'est il a lui-même parlé de sa condamnation. C'est le premier truc qui a été retenu en disant mais... Oui, on lui demandait rien. On lui demandait rien, il y va tout seul. Après, ils sont un peu déphasés en disant mais en fait, il y avait deux possibilités. Soit il tapait encore plus fort et il se positionnait définitivement dans une logique de battant, soit il se positionnait au-dessus, mais là ils disent en fait il n'a pas vraiment choisi, il a ni tapé, parce que plusieurs fois ils ont repris des points où Alain Juppé aurait facilement, alors ils n'ont pas forcément relevé l'histoire de l'homme, mais par exemple quand il parle des syndicats, du pacte social, il ne part pas sur Thatcher. Et tout le monde là-dessus là. Et d'ailleurs, son nom va planer, mais son nom n'a pas été évoqué. Un mot de conclusion sur ce sujet, comme ça. Juste une autre petite chose, c'est que ce qui m'a frappé, c'est qu'Alain Juppé a très peu joué, il en a parlé un tout petit peu, mais sur la question du deuxième tour de l'élection présidentielle, voire même du premier tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire de la capacité à rassembler un électorat justement qui aille au-delà de ce bloc le monopole des Républicains. Mais il n'a pas suffisamment joué là-dessus, puisque au fond c'est quand même peut-être ce serait peut-être là la faiblesse éventuelle, on l'a bien vu sur la question des hommes et des femmes, ce serait peut-être là la question, la faiblesse éventuelle de François Fillon. Eh bien, je vous remercie, Jean Garrigue et Véronique Reilsout. Un mot de conclusion. Un tout petit truc à vous dire, parce que donc Fillon, a priori pour les internautes gagnés, vous l'avez compris, mais il y avait deux sujets qui est pas mal ressorti, c'est que en fait on a commenté que le programme de Fillon et pas le programme de Juppé, et ils l'ont tous dit. Et l'autre point, c'est que le tweet qui a été le plus repris, c'est quand même assez incroyable, c'est un tweet de Marisol Touraine qu'elle a tweeté pendant l'émission, qui était à plus de 700 retweets tout à l'heure, et elle dit « J'ai fait chiffrer le programme santé de Fillon. Chaque foyer payera en moyenne 3 200 € de plus par an pour se soigner. » Que la ministre de la Santé rentre dans le débat de la primaire et attaque Fillon, ça montre que voilà, et c'est partisan. Non, et ça ne sera pas. Oui, mais c'est la dernière d'ici ce soir, elle aurait pu prendre une autre mesure. C'est lui qui a été ciblé, et donc les internautes ont dit OK. Donc s'ils attaquent. Je vous remercie, Jean Garrigue et Véronique Reilsout. On vous libère. Merci pour votre analyse et votre expertise. On va évidemment poursuivre notre débat et notre spécial autour, plus précisément aussi des programmes économiques, des questions sociales qui ont évidemment qui imprime cette dernière ligne droite. On va écouter un extrait d'un échange et bien sûr la vision sur l'identité. Quelle société également pour demain? Réponse de François Fillon et Alain Juppé. La France a une histoire, elle a une langue, elle a une culture. Naturellement, cette culture et cette langue se sont enrichies des apports de populations étrangères, mais ça reste la base, le fondement de notre identité. Est-ce qu'elle n'est pas déjà une nation multiculturelle? Non. En tout cas, ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous n'avons pas fait le choix du communautarisme, du multiculturalisme. Et pour ma part, ça n'est pas le choix que je veux pour mon pays. Je veux que les étrangers qui viennent s'installer dans notre pays s'intègrent, s'assimilent, respectent l'héritage culturel qui est le nôtre, parce que c'est une revendication extrêmement forte qui monte du plus profond au fond de l'âme française, que de conserver nos repères, nos valeurs, une forme d'identité qui naturellement doit évoluer et qui évolue dans un monde qui est un monde ouvert, mais qui ne doit pas disparaître. Voilà. Pour moi, l'identité de la France, c'est d'abord sa diversité. Et j'ai peut-être là une divergence avec François, parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous avons des origines différentes, des couleurs de peau différentes. Quand je suis allé dans la France d'outre-mer, je n'ai pas dit que la France était un pays de race blanche. Ça n'aurait pas eu beaucoup de succès. Nous avons des religions différentes, certains n'en ont pas. Nous avons aussi des idées politiques différentes. Et c'est une richesse, c'est une force, cette diversité de la France. À la condition que cela n'aboutisse pas au communautarisme, c'est-à-dire à l'enfermement de chaque groupe dans ses propres lois ou dans ses propres modes de vie. Et que ça conduise au contraire à une unité renforcée
de la nation. Disait, là, voilà, et on poursuit évidemment notre édition spéciale après ce débat d'entre-deux tours. Dernière ligne droite avant le scrutin dimanche. Un duel, vous l'avez vu, de deux personnalités. La confrontation aussi de deux nuances de droite avec des programmes malgré tout différents sur certains points quant à l'ampleur des réformes à mener. Et c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Et à vos côtés, on accueille notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. Toujours avec nous Fanny Guinochet, Bruno Dive et Ludovic Faux. Jean-Daniel Lévy, je ne vais pas vous taquiner sur les sondages, mais demain, vous allez être très très prudent, ou j'allais dire après-demain, sur le premier sondage qui sortira après ce débat-là. On sera prudent, enfin, en tout cas, on donnera. Comme l'avez toujours été, vous allez me dire. Oui, enfin, si on dit que le sondage a vocation à prédire l'avenir, là, on ne va pas entrer dans ce débat-là. À l'issue du dernier débat, on peut quand même rappeler que quand on demandait un souhait de victoire, qui n'était pas une intention de vote en tant que telle, il y avait 36% en faveur de François Fillon, 29% en faveur d'Alain Juppé et 21% en faveur de Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas très loin du score final qui s'est réalisé. On sait qu'un débat, de toute façon, ça ne fait pas entièrement l'élection. Et on sait qu'il y a, en général, des éléments qui sont des éléments qui permettent de préexister et qui sont de structuration d'opinion. Un regard à l'égard d'Alain Juppé, où il y avait une attente, qui était une attente de prise de position relativement forte, et avec pour lui un double enjeu, non seulement faire en sorte que les électeurs qui avaient voté, qui étaient de la gauche, qui avaient voté pour lui, mais pas uniquement pour lui, mais également pour faire en sorte que Nicolas Sarkozy ne soit pas présent au deuxième tour, continuent de voter. Attendez, vous voulez dire que ce soir, il y a eu un appel à des électeurs de gauche pour aller voter dimanche ? Probablement. Enfin, un appel du pied. Probablement. C'est-à-dire qu'on voit bien que les différentes thématiques, et quand il aborde ne serait-ce que la reconnaissance des fonctionnaires et les types d'expressions qui ne sont pas uniquement à l'égard de la droite, mais qui sont un peu plus ouvertes, ou quand il peut rappeler qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait également ouvert à d'autres forces politiques, donne à voir qu'il n'est pas forcément dans une adresse à l'ensemble de la droite d'une manière générale, mais qui veut conserver une partie de ses électeurs. Et on peut rappeler que pratiquement un électeur sur 4 qui a voté pour Alain Juppé dimanche dernier venait des rangs de la gauche. Bon, analyse très intéressante. On va la développer en fonction des différents thèmes. Je voudrais qu'on insiste maintenant sur le modèle social. C'est l'une des questions qui a vraiment imprimé ce débat. Et sur cette question, justement, bien, François Fillon, il s'est un peu emporté. Il s'est énervé contre les journalistes. Regardez, écoutez plutôt sa réaction. Non, le modèle social français, il prend l'eau de partout. Il faut donc, moi, ce que je veux, au contraire, c'est reconstruire un modèle social qui soit juste, qui permette de venir en aide aux plus défavorisés, mais à partir de l'enrichissement du pays, à partir de la création d'emplois. La meilleure politique sociale, c'est l'emploi. Quand tout le monde a un travail, c'est bien plus facile de venir en aide à ceux qui sont défavorisés. Le modèle social français ou la protection sociale française, elle existe. Hein, et moi, j'ai bien l'intention de la consolider. On n'a pas renoncé à nos régimes de retraite, à nos régimes d'assurance maladie, à l'indemnisation du chômage, à la santé, tout cela existe. Il faut le conforter et non pas naturellement le casser. Et personne ne souhaite le casser, sauf malheureusement la situation économique. François Fillon dit le changer profondément. Il faut le consolider en y introduisant un principe de responsabilité qui aujourd'hui n'existe pas. Jean-Luc Gombault, casser la baraque, ça ne veut pas dire casser le modèle social. François Fillon, est-ce qu'il est convaincant sur ce point ? Sur ce point, j'ai trouvé que François Fillon prenait le taureau par les cornes directement. C'est-à-dire, en fait, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est comme ça que ressentir. Il y a un attachement au modèle social français. Et puis lui, il dit, regardez dans les détails, vous avez du chômage, vous avez des pauvres, vous avez ceci et cela. Donc, quelque part, vous êtes dans une baraque qui ne fonctionne pas. Et donc, quand M. Juppé dit il faut conforter et l'autre dit il faut changer, il faut conforter quelque chose qui ne marche pas. Donc, il y a quand même un problème de logique. Je parle de la logique de François Fillon, et lui, il est sur un thème de changement. Et vous avez cité tout à l'heure, à mon avis, ce qui est la phrase principale du débat, lorsque François Fillon, en désignant comme ça, voilà la preuve qu'il ne veut pas changer vraiment les choses, il s'inscrit dans un système qu'il veut seulement améliorer. Pour moi, c'est la phrase assassine du débat, parce qu'effectivement, voilà la différence entre lui et moi. Moi, je veux vraiment changer les choses, et vous, Monsieur Juppé, vous voulez seulement, vous vous inscrivez dans le système que vous voulez seulement améliorer. Et bien, pour le modèle social, en fait, on avait une concrétisation. Là, c'était à partir du problème des fonctionnaires qu'il avait dit ça, mais là, on avait une concrétisation de sa conception générale dans le dialogue avec Alain Juppé. Non, mais lexicalement, c'est vrai que là, c'était très marqué parce que
Alain Juppé a dit 2 fois consolider un modèle existant, alors que vraiment François Fillon a dit reconstruire un modèle qui ne marche pas. Et ensuite, une des clés sur lesquelles a joué François Fillon et qui, à mon avis, va parler pour le coup à la droite, mais aussi plus largement, c'est la clé de la justice. Parce que certes, Juppé dit on est content, on a ce modèle social, bon, il fonctionne, d'un air dire on a des protections, mais on voit bien tout au long du débat, François Fillon est revenu sur l'égalité entre les salariés du privé qui travaillent plus que les salariés, enfin que les fonctionnaires, sur les régimes spéciaux, donc ceux qui partent à la retraite. Il a beaucoup joué sur cette thématique de l'équité, et ça c'est une thématique qui pourra reprendre ensuite, d'ailleurs, s'il le peut, ce dimanche. Oui, il a joué un petit peu comme Nicolas Sarkozy. Hein. Il y a d'un côté finalement ceux qui sont protégés, ceux pour qui tout va bien, dans laquelle il englobe d'ailleurs les élites, les journalistes. Hein. C'est pour ça que plusieurs fois il a durci le match, y compris avec les journalistes, sur le thème de la caricature finalement de son programme. Et puis de l'autre côté, il y aurait cette majorité silencieuse qui finalement n'a que des bénéfices à attendre du modèle que lui veut reconstruire. Et là où il marque des points sans doute, c'est qu'il assume tout à fait ce libéralisme économique, ce thatcherisme même, presque. Ça vous a étonné que le mot n'ait même pas été évoqué, alors qu'il a arrêté qu'Alain Juppé n'ait pas essayé. Les derniers jours. Il faut dire que cette semaine, François Fillon a répondu en disant que lui, ça ne le gênait pas finalement d'être comparé à quelqu'un, Margaret Thatcher, qui, selon lui, a sauvé son pays en son temps. Donc là, sans doute, il a encore marqué des points en assumant, encore une fois, très clairement, ce libéralisme sur le plan économique, comme il assume par ailleurs son conservatisme sur le plan sociétal. C'est très important sur le modèle social, Bruno Dive, parce que imaginons que ce soit peut-être François Fillon qui soit le vainqueur dimanche, face au candidat de gauche. Le candidat de gauche va dire il faut préserver notre modèle social comme une sorte de maison de la France. Et François Fillon, c'est celui qui veut, en tous les cas, la démolir pour la bâtir de nouveau. Ça va être un point de clivage très important entre droite et gauche. De clivage, oui. Le candidat de gauche pourra reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, les arguments d'Alain Juppé. Mais le problème, c'est tout à fait emblématique, parce qu'on avait l'impression, en effet, ce soir, que Alain Juppé s'adressait plutôt à l'électorat de gauche, du centre ou de gauche, parce qu'il est dans une situation très difficile. Ce sont les seuls finalement qui peuvent le sauver dans cette primaire. Aujourd'hui, François Fillon est au point de convergent central de toute la droite française. En fait, il a réussi à fédérer et à incarner toutes ces droites françaises, avec son conservatisme sociétal et son libéralisme économique. C'est ce que veut l'électorat de droite depuis très longtemps. Je pense que jamais depuis Georges Pompidou, quelqu'un n'a réussi pour l'instant à l'incarner aussi bien. Qu'est-ce qui reste à Alain Juppé, qui est complètement déporté finalement sur le centre-gauche, qui l'aurait dit il y a 10 ou 20 ans. Et il est aujourd'hui, donc il doit compter sur cet électorat de gauche. Mais moi, si j'avais été Alain Juppé, j'aurais utilisé cet argument. Il a un atout à faire valoir, Alain Juppé, c'est qu'il est quand même un meilleur candidat, un candidat plus solide, je pense, au premier tour face à Marine Le Pen. C'est le seul qui arrive devant. Il n'en a pas parlé, il l'a pas répété. C'est très étonnant. Et même au deuxième tour, face à la gauche, il rassemble tout de même plus largement. Et c'est là, je trouve, qu'il n'a pas été très bon. Et même sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la conservation du modèle social, en fait, c'est pas son discours, Alain Juppé. Il veut le réformer aussi, mais plus prudemment que François Fillon. La différence entre les deux, elle est dans le curseur, finalement. Le niveau pas tellement. Et quand vous dites, dans ces propositions, il n'y a pas de transformation profonde du modèle. Hein. Franchement, non. Il n'y a pas sur les retraites. Un peu moins de suppression de postes de fonctionnaires, un peu moins de. On remet un peu moins fort en cause les 35 heures. On diminue un peu. Voilà, c'est ça. Mais ils vont dans le même sens quand même. Par exemple, il va beaucoup plus loin, François Fillon. Quand il dit en 3 mois, je réforme le droit du travail. 3 mois, vous vous rendez compte un peu ce qui s'est passé uniquement sur la loi El Khomri. Lui dit en 3 mois, je réforme, je retire tout ce qui ne fait pas, je retire les bases sociales sont dans le code du travail et tout le reste est en négociation dans l'entreprise. C'est quand même un bouleversement extraordinaire et de le faire en 3 mois. On se demande d'ailleurs pourquoi on ne réduirait pas le quinquennat à 3 mois, compte tenu de l'importance des réformes qu'il L'autre point sur lequel Juppé aurait pu lui rappeler l'exemple de la loi El Khomri.
en effet, Ou poser la question par moins, les c'est journalistes, c'est que faites-vous s'il y a 1 million Du monde potentiellement dans la de rue. Français dans la rue? Ça n'a pas été fait, mais une question qui a été posée et qui a engendré quand même un échange assez vif, c'est les 35 heures dans la fonction publique. Et peut-être là encore, François Fillon a été, comme vous l'avez dit, cette expression, à la convergence des droites françaises. On l'écoute. On ne fera pas dans la fonction publique une réforme consistant à proposer aux fonctionnaires de travailler 39 heures, 37 heures. Ça ne se fera pas. Eh bien, c'est là où je suis en désaccord. Non, mais c'est un point très important. C'est un point les paris parce que ce n'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Parce que ce n'est pas juste. C'est juste qu'un salarié travaille 39 heures et pas un fonctionnaire. Mais un salarié qui va travailler 39 heures, il va être payé de 39 heures. Mais ça dépend. Sauf des cas exceptionnels. Pas dans toutes les entreprises. Non, ce n'est pas juste. On ne peut pas demander à des fonctionnaires de travailler plus pour gagner moins. Là, c'est un point très important. C'est un point fondamental. Parce que ça veut dire, en fait, qu'Alain Juppé ne veut pas vraiment changer les choses. Il s'inscrit dans un système, il veut l'améliorer, il veut lui apporter un certain nombre de modifications. Moi, je considère que ces modifications ne permettront pas le redressement du pays. Si on veut que le pays se redresse, il faut que tout le monde fasse un effort supplémentaire. Au fond, il faut qu'on travaille un peu plus et qu'on dépense un peu moins. Je rappelle que quand on est passé de 39 à 35 heures, on n'a pas diminué les salaires au passage. Donc il y a un espace de négociation possible. Et moi, je n'accepte pas qu'on dise à l'avance, c'est impossible. Bien ce que dit François Fillon, il y a un espace de négociation possible alors qu'Alain Juppé essaye de lui contester la faisabilité de son programme. Est-ce qu'il a réussi à s'en sortir finalement ce soir, François Fillon, sur cette attaque récurrente, sur c'est impossible ce que vous proposez? François Fillon, il s'en sort si on considère, encore une fois, et c'était vraiment la clé de ce débat, que ce soir il a parlé à son électorat, aux électeurs de la primaire, avec, en ce qui le concerne, un socle électoral assez homogène, alors qu'Alain Juppé, lui, parlait finalement à des électorats différents. Pour rattraper les 600 000 voix de retard du premier tour, Alain Juppé, il a besoin de parler un petit peu à la gauche, de mobiliser le centre et de provoquer un déclic dans l'électorat de la droite. On voit bien que l'équation, elle est électoralement compliquée à résoudre. Après, chacun assume finalement sa ligne. On a d'un côté François Fillon qui est pour la réforme radicale. Alors, Alain Juppé explique tellement radical finalement que ce ne sera pas faisable. Et puis Alain Juppé qui est pour de la réforme plus modérée. Mais du coup, François Fillon explique que c'est l'alternance molle. C'est un peu ce que Nicolas Sarkozy déjà reprochait à Alain Juppé tout au long de la campagne de premier tour. Comment expliquer, Jean-Daniel Lévy, qu'Alain Juppé n'attaque pas ou ne se défend pas davantage? Une réaction, on en avait beaucoup sur les réseaux sociaux, de quelqu'un qui vous dit, un internaute, est-ce qu'Alain Juppé n'est pas finalement venu à ce débat convaincu qu'il ne pourrait pas inverser la tendance dimanche? J'ai pas la chance de pouvoir être complètement dans la tête d'Alain Juppé, mais par contre, ce qui est certain, c'est que on a pu voir que dès le départ, il n'est pas parti au combat en se disant je vais gagner. Et sa première déclaration dimanche, c'est j'ai décidé de continuer le combat. Alors qu'en général, quand on est qualifié pour le deuxième tour, on se réjouit déjà d'être présent et puis on donne quelques éléments, quelques pistes qui permettent après d'être déclinés au cours de la semaine ou des 15 jours qui suivent en fonction du type de scrutin. Donc il y avait déjà une forme de coup de massue qui a été perceptible de la part des Français, tant et si bien que dès le départ, ils se sont dit, même les Français, indépendamment du score réel, que a priori, ils faisaient le pari que c'est plutôt François Fillon que Alain Juppé. Donc on est déjà dans cet état d'esprit général. Le deuxième aspect que j'ai trouvé frappant, et d'ailleurs l'extrait que vous avez cité est extrêmement révélateur, c'est que les thématiques ont été imposées par François Fillon. Et encore une fois, parce qu'au dernier débat, il a essayé de... Absolument, mais l'enquête qu'on avait réalisée à l'issue du précédent débat, du troisième débat, et quand on demandait aux Français d'une manière générale, et plus précisément à ceux qui avaient l'intention d'aller voter, ce qu'ils avaient retenu de l'intervention de François Fillon, il y en avait une principale, c'était le regard à l'égard des fonctionnaires. Et là, on le voit en termes de débat, et donc ça renvoie justement à la dimension qui peut être une dimension d'équité, d'égalité ou d'inégalité qui peut être perçue et qui marche formidablement bien parmi les sympathisants de droite qui trouvent que ça n'est pas juste, que les fonctionnaires sont trop protégés, sont trop payés, ne travaillent pas assez, et que là, on a coché quasiment toutes les cases qui étaient imposées au départ par François Fillon et qui constituent un surplus de mobilisation important de la part d'un électorat qui est un électorat âgé, de 65 ans et plus, voire de 75 ans et plus, de la part d'un électorat qui est issu des catégories supérieures,
des professions intermédiaires, des indépendants, des commerçants, et qui, d'une manière globale, ont tendance à considérer qu'il y a deux types de France. Oui. Et dans ce contexte-là, on a pu le voir. L'âge. Voilà. Et l'âge également, parce qu'on voilà. Mais Jean-Luc Gombault, l'âge est important. De nombreux experts, dont vous, mais hier encore sur ce plateau, Jean-Luc Gombault, ces experts disaient que cet électorat âgé, s'est déplacé, n'a pas peur de la radicalité du programme de François Fillon, tout simplement parce qu'il ne sera pas concerné par ces réformes. Elles viendront. Alors, je ne sais pas dans quel pour les générations d'après. Mais il avait dit 70% des gens avaient plus de 60 ans. Alors finalement, le recul de l'âge de la retraite en quelques années à 65 ans, ça ne les concerne pas. Donc ils votent oui. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme le dit d'ailleurs Alain Juppé, il y a 20 milliards d'économies à faire dans cette réforme. Alors donc ça lui consolide ses propres retraites alors qu'il y est déjà. Donc évidemment, ça influence. Mais alors ce qui est extraordinaire par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, c'est que François Fillon n'a même pas relevé quand même quelque chose qui était une erreur de Juppé quand il dit on ne peut pas proposer aux fonctionnaires de travailler plus et de gagner moins. Il n'a même pas relevé ça, alors qu'en fait ce que propose Fillon, c'est travailler plus pour gagner pareil. Il n'a jamais dit qu'il pour gagner moins. Et donc même ça n'avait pas d'importance. Mais si tu penses qu'il faut qu'il travaille plus pour gagner moins, je ne le relève pas. Alors que c'est des gens très concentrés, qui savent très bien retenir tous les propos. Et c'est vrai que c'est lui qui fixe les thèmes. Et il est plus précis. Par exemple, Juppé nous dit je vais faire un certain nombre d'ordonnances. Il ne dit pas sur quel thème exactement. Lui, il arrive, il dit, moi, en 3 mois, réforme du droit du travail, les 35 heures, et Fanny Guinochet, expliquez-nous. On a dit depuis tout à l'heure que ce sont deux hommes de droite avec une expérience, une stature indiscutable. Comment ça se fait qu'à ce point, nous verrons dimanche, mais qu'Alain Juppé ne soit plus en phase avec cet électorat de droite? La droite, c'est sa famille politique, c'est son ADN, Alain Juppé. Oui, mais il a bien vu la déception. C'est ce que disait Ludovic tout à l'heure. C'est qu'effectivement, il a essayé, là, aujourd'hui, il a besoin, s'il veut tenter d'être là dimanche soir en tant que vainqueur, d'aller chercher un peu du centre, un peu... C'est compliqué comme exercice. Alors que pour François Fillon, effectivement, les choses sont plus faciles, étaient plus faciles ce soir. Et il a marqué sa ligne. Et c'est vrai qu'en plus, il s'en est félicité. À la fin, c'était du petit lait. Il a dit, moi, je suis très content, j'ai imposé les thèmes et j'ai mené des batailles idéologiques. Et là aussi, l'électorat de droite a vécu, alors sur la loi travail, les blocages, les frondeurs. On a eu le sentiment dans l'électorat de droite, il y a eu un sentiment qui est remonté sur, il y en a marre de la bien-pensance, de cette gauche qui donne des leçons mais qui se confronte pas à la réalité. Et ça a été très très marquant aujourd'hui. Autre point qui a été, et je pense que là François Fillon a aussi une des clés, c'est que au-delà de l'âge des votants, il y a le sentiment de déclassement. Et le sentiment de déclassement, toutes les enquêtes, enfin toutes les études de l'INSEE, du CREDOC montrent que c'est un sentiment qui traverse la société française. C'est un ressenti profond, que ce soit chez les jeunes, chez même les actifs, ou encore chez les retraités. Et ça... Alain Juppé en parle à la fin seulement, de la souffrance, des 2 France, etc. Alors que François Fillon démarre tout de suite sur, regardez, ce modèle social, il n'est pas efficace parce qu'il y a du déclassement et il y a de la pauvreté. Alors, il y a les questions économiques que nous avons abordées, les questions sociales, il y a la politique intérieure, il y a eu aussi un moment sur la diplomatie, une même colonne vertébrale quand même entre les 2 candidats, même si les visions, et il y a des nuances de taille, les visions diffèrent notamment sur la Russie, les relations avec la Russie. Ludovic Faux, si on prend un peu ce patchwork, tout ce paysage, sur quel élément principal peuvent encore se déterminer les indécis dimanche? On imagine que c'est ce qui nous concerne au premier chef, la politique intérieure, les aspects économiques. Je ne sais pas, ça Jean-Daniel pourrait nous le dire peut-être, je ne sais pas s'il y a encore tant d'indécis que ça. D'abord, ça dépend de qui va aller voter au second tour, parce que la primaire du PS en 2011, par exemple, il y avait eu plus de participation au second tour, mais il y avait eu aussi un turnover, c'est-à-dire que 20% des électeurs du second tour n'avaient pas voté au premier. Alors, on verra ce qui se passe cette semaine, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant le premier tour, il y a une grande partie des électeurs, presque la moitié des électeurs de François Fillon qui s'étaient décidés dans les tout derniers jours. La question, c'est de savoir si au vu du débat de ce soir, ces électeurs peuvent changer d'avis. On voit mal en réalité ce qui pourrait les faire changer d'avis et les inciter à voter par Alain Juppé. En revanche, lui, Alain Juppé, il a besoin de mobiliser de nouveaux électeurs. Alors, on voit bien qu'il essaye de créer quelques déclics à droite, au centre, mais les thématiques qu'il développe, finalement, vont surtout chercher des électeurs qui sont plutôt peut-être marqués au centre-gauche, voire à gauche. Un électorat peut-être de fonctionnaires. Le problème pour Alain Juppé,
Juppé, c'est que François Fillon propose certes la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. Lui, il propose quand même la suppression de 150 000 à 300 000. Oui. Donc il n'est même pas sûr que cet électorat-là se précipite pour aller voter Alain Juppé dimanche. Quand même. Oui. En fait, on va voir dimanche, ce qui va être très intéressant, à mon avis, dans le scrutin de dimanche, c'est savoir si Alain Juppé réussit ou si l'électorat de gauche se mobilise autant qu'au premier tour. C'est-à-dire, est-ce que l'anti-sarkozysme fait autant, l'anti-fillonisme fait autant recette que l'anti-sarkozysme? C'est pas évident, mais ça va être intéressant de le voir dans la perspective de l'élection présidentielle, surtout que quand même, cette semaine, la gauche a fait très fort. Ils ont quand même tapé très dur sur François Fillon. On va arriver presque à la fin de ce débat. Un petit mot, parce que vous parlez de l'international. Et quelque chose qu'il n'a pas dit pendant les précédents débats, et qu'il est en tête de sa plaquette. Faire de la France la première puissance d'Europe. Il l'a répété. Non, je veux dire, c'est un message qui synthétise son ensemble. Je vais dire, c'est pas Make America Great, but si, quelque part. French Great. Et cette obsession de tous les peuples de perdre en puissance et de retrouver la grandeur de l'Europe. Chez les Français. Vous parlez de François Fillon, Et là, il a ressenti ça. Merci en tous les cas. Merci à vous tous pour ce débat et cette analyse. Merci d'être restés jusqu'à cette heure tardive. On arrive et merci à Ludovic Faux, notre partenaire LCP, Public Sénat, qui ont pu vous faire vivre ce débrief et cette spéciale. On arrive à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous remercie tous et puis on remercie notre partenaire encore une fois. Mais restez avec nous parce que si vous voulez voir ou revoir ce débat d'entre-deux tours en fonction des analyses qui ont été apportées, eh bien c'est maintenant. Les chaînes politiques vous proposent de revivre ce moment fort de la campagne d'entre-deux tours de la primaire de la droite et du centre. Regardez, c'est tout de suite. Belle fin de soirée en notre compagnie.